Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 106, oui il me semble, je ne sais même plus en réalité. Et comme d'habitude, l'actualité technologique, informatique de la semaine, avec évidemment top des matières dans la description pour ceux qui voudraient sauter vers le sujet qui les intéresse le plus. Aujourd'hui, cette semaine-ci, on va parler de la nouvelle Xbox, on va parler un petit peu de tout en réalité, un petit peu de smartphone, il y a un petit peu de tout pour tout le monde, donc ça devrait correspondre à peu près à n'importe qui. Première news, c'est avec justement la prochaine Xbox, la Xbox Next Gen, qui s'appelle Projet Scarlett, qui devrait sortir en 2020, ou en tout cas fin d'année 2020, certainement, genre pour le Noël. C'est souvent une bonne date de sortie pour les consoles. Du coup, cette nouvelle Xbox, on a eu pas mal d'informations, surtout sur sa partie hardware au final, genre qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui la rend puissante, et c'était très intéressant, notamment justement le fait, donc d'ailleurs j'étais pendant la conférence Microsoft, donc j'ai pu tout voir en direct, donc notamment le fait que Project Scarlett, donc cette nouvelle Xbox dont on ne sait pas encore le nom, ce sera peut-être Xbox 2, Xbox One plus One, je ne sais pas. Dans tous les cas, elle utilisera un processeur Ryzen, oui, et en plus un processeur apparemment Ryzen 2, donc de nouvelle génération. Il y a de fortes chances. Si elle doit sortir fin 2020, Ryzen 2 va sortir le 7 juillet, normalement. Du coup, ça va plutôt bien niveau timing et tout ça. S'il y a un nouveau processeur Ryzen d'ailleurs qui sort l'année prochaine, ne vous attendez pas à le voir dans cette Xbox parce que les trucs sont faits largement à l'avance. Comme je l'ai dit dans un précédent Texama Show, quand vous voyez quelque chose sortir, le design a été validé, fini 6 mois au moins à l'avance, c'est sûr et certain. Il utilisera aussi du coup la nouvelle architecture de AMD qui sera probablement Navi. Il y a de fortes chances vu qu'il y a des cartes Navi qui vont sortir bientôt. Encore une fois aussi le 7 juillet normalement. Et donc ce sera combo, oui, Ryzen 2 Navi. Ça devrait être très intéressant d'un point de vue performance, surtout que si vous ne savez pas, la Xbox One utilisait les anciens processeurs AMD, même pas les premiers Ryzen ou autre chose. Ça utilisait l'architecture bulldozer d'AMD qui était genre bien mais plutôt bof. Donc il y avait par exemple Weaker dans la Xbox One et la Xbox One X aussi, mais c'était pas un vrai Weaker. En réalité, je veux dire d'un point de vue puissance, même des Core i5 4 cœurs de Intel pouvaient dépasser en performance, surtout dans les jeux vidéo. Donc faut quand même le préciser. Donc là, on a du vrai Ryzen, full puissance. Et déjà, c'est génial. Et en plus, on a Navi aussi qui devrait être pas trop mal aussi, même si Navi, selon moi, est un peu moins intéressant. Mais bon, on devrait quand même avoir des hausses de performance. Ils n'ont pas évidemment donné d'énormes chiffres pour le moment. On sait juste qu'il y aura du ray tracing certainement. Ce qui est pas très étonnant parce que, si vous ne savez pas, le ray tracing a été en grande partie lancé un petit peu parce que Microsoft a lancé une version de DirectX avec du ray tracing. Donc Nvidia a fait sa propre implémentation avec les cartes RTX, mais AMD pourrait faire aussi bien du ray tracing. Visiblement d'ailleurs ils n'en font pas sur Navi pour le moment parce que selon eux, pas trop d'intérêt et je serai à peu près du même avis selon moi. Et du coup, ils ont donné quelques specs aussi aux techniques, GDDR6 forcément, c'est Navi qui utilise la GDDR6, et le truc qu'ils ont le plus, vraiment, mais alors tout le temps, pendant toute la présentation, c'est les temps de chargement sont plus rapides. Pourquoi ? Parce que cette console, sur la première, utilisait des SSD. Techniquement. Genre, vous pouvez installer un SSD dans votre Xbox One maintenant tout de suite, en réalité. Mais bon, ils vont passer enfin à des SSD, ce qui est pas très étonnant, parce que vous pouvez avoir un SSD de genre 480 Go, ce qui est à peu près le stockage d'une Xbox One de base, avec 500 Go, pour genre 60 € maintenant. Et si vous êtes Microsoft, en plus, vous pouvez être en mode « Hey, je suis Microsoft, j'aimerais commander 10 millions de SSD de 480 Go, je pense que vous pouvez récupérer un prix encore plus intéressant. » Donc ouais, pas très étonnant. Il y aura certainement, à mon avis, même des SSD d'un Tera dedans. Un SSD d'un Tera, c'est 100 €. Donc d'ici 1 an, ils coûteront encore moins cher. Et en plus, c'est Microsoft qui les achète. Donc à mon avis, ouais, certainement des versions 500 Go au minimum. Mais à mon avis, probablement des versions 1 Tera. C'est plutôt cool, mais après, évidemment, ça fait longtemps qu'on a ça sur PC, donc j'ai envie de dire, si vous êtes joueur console, bienvenue dans
on va dire dans le club des gens qui ont des SSD qui permettent de démarrer les choses plus rapidement et tout ça. Donc ouais. Ils ont aussi apparemment une technologie qui permet d'utiliser la RAM pour faire vraiment un système de cache. En fait, c'est quelque chose c'est du RAM disk, ça s'appelle, où en gros vous créez un disque, vraiment un disque virtuel, comme une clé USB en quelque sorte, mais sur votre RAM. Et du coup, si vous stockez quelque chose là-dessus, c'est surtout pour des applications qui ont besoin de beaucoup de performance, mais là vous avez des performances juste imbattables, même vous battez n'importe quel type de SSD. Donc ouais, plutôt intéressant à voir ce que ça donne en réalité. Et du coup, évidemment, ils étaient en mode 40 fois plus de performance, forcément avec le RAM 10. Oui, forcément, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que votre jeu va tourner 40 fois plus rapidement. Ça veut juste dire que, oui, vous pourrez charger les trucs 40 fois plus rapidement, mais charger des trucs 40 fois plus rapidement, ça ne veut pas dire 40 fois plus de FPS. Alors, pas du tout. Et aussi, ils ont donné aussi des autres petites stats qui étaient plus intéressantes, notamment le fait qu'elle devrait supporter le 120 FPS et aussi, évidemment, le variable frame rate qu'elle supporte déjà techniquement la Xbox One X. Donc, c'est FreeSync, tout simplement, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et aussi, évidemment, le ray tracing, ça on l'avait déjà dit. Mais le 120 FPS, c'est une surprise, une agréable surprise, parce que, selon moi, genre, c'est ce qui manque, vraiment aux consoles. On manque d'options, vous voyez. Je veux pas 300 000 options, juste une option. Je veux aller dans le menu de mon jeu et dire, je veux qu'il tourne en 4K. Ouais, non, j'ai envie qu'il tourne en 1080p, 60 FPS. Voilà, je veux juste le choix. Et ça me semble être pas trop demandé. Du coup, le fait qu'elle supporte le 120 FPS, ça veut dire que peut-être on aura le choix, ou il y aura des jeux qui s'amuseront à le faire, ou je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, selon moi, il devrait obliger un petit peu les développeurs à mettre juste le strict minimum d'options au niveau des performances ou de ce qu'on veut comme performance ou de fidélité graphique. Et aussi, apparemment, elle pourra supporter jusqu'à 8K en résolution. Comptez pas trop là-dessus. 8K, pour information, c'est 4 fois le 4K, qui lui-même était 4 fois le Full HD, donc le 1080p. Donc, d'un point de vue performance, ça veut dire qu'il faudra 16 fois la puissance pour faire tourner du 1080p, pour faire tourner pour faire tourner du 8K. Donc, si vous voulez tourner en 1080p à 60 fps, pour tourner en 8K à 60 fps, il faudra 16 fois la puissance. Ce qui est un peu exagéré. Donc, ne vous entendez pas vraiment, genre, ils disent support 8K, mais à mon avis, c'est plus pour les Blu-ray ou ce genre de choses. Genre, vraiment. Certainement pas des jeux, ou alors des jeux très, très limités. Et c'était à peu près tout. C'était très bref, hein, évidemment, parce qu'ils n'ont pas commencé à rentrer sur les détails. C'est ce qu'on aura l'année prochaine. Une chose est sûre, plutôt intéressant. Un autre truc que je trouve intéressant, c'est que du coup, évidemment, elle est rétrocompatible. Ce qui est pas compliqué parce que ça fait depuis justement cette génération et aussi techniquement la génération avant, parce que vous pouvez compter la Xbox One X comme une semi-génération, mais bon, depuis la Xbox One et la PS4, ça utilise des pièces de PC, vraiment, genre des pièces que vous pourrez trouver dans un supermarché limite, un supermarché spécialisé dans les PC, mais vraiment, vous pourriez, si c'était pas verrouillé comme ça, vous pourriez installer Windows sur une PS4 ou une Xbox One. D'ailleurs, c'est ce que fait Microsoft. Les Xbox One tournent sur une variante de Windows 10. Vraiment, genre, ils retirent tout ce qui fait Windows 10, mais ils gardent la base de Windows 10 pour faire tourner les jeux ou les programmes qui tournent dessus. Donc, ouais, c'est basiquement des PC, en fait. Du coup, ça m'étonne pas de voir des générations qui vont de plus en plus rapides, en fait, et plus de rétrocompatibilité. Et à mon avis, d'ici... Je vous le dis, hein, vraiment, d'ici quelques années, c'est peut-être la dernière génération de consoles à proprement parler, parce que, par exemple, Microsoft, ce qu'il pourrait faire, c'est chaque PC Windows vendu pour avoir une application Xbox, où vous appuyez sur le truc Xbox, et là, le PC passe en mode Xbox, genre, il ferme tous les autres programmes, il passe en mode jeu complet, et du coup, vous avez des très bonnes performances, mais ça reste, genre, un PC classique. Ça m'étonnerait même pas. Ou alors, en tout cas, ce qu'on verra certainement, c'est plus d'itérations de consoles, peut-être même en avoir une toutes les 2 ans, 3 ans, et en gros, derrière la boîte, ça vous dira, oui, vous pouvez jouer en 1080p sur la Xbox One, vous pouvez jouer en 4K sur la Xbox One X, vous pouvez jouer en 4K 60 fps sur la Xbox One XXX, machin chouette chose, je sais pas le nom. Vous voyez, ce genre de choses, on verra certainement ça. Et au final, on va se rapprocher de plus en plus d'un PC, parce qu'un PC, vous avez un peu la même chose derrière la boîte quand vous achetez un jeu PC, ça vous dit, hey, configuration minimum, configuration recommandée. C'est un petit peu la même chose au final, donc ouais. Je vous le dis vraiment, c'est vers là qu'on va parce que c'est juste plus logique en fait. Même pour eux, c'est plus facile à développer si c'est juste genre basiquement des PC.
Ensuite, news totalement différente, le Bitcoin est repassé au-dessus des 10 000 $ depuis la première fois depuis plus d'1 an. Donc oui, le Bitcoin revient un petit peu à la mode. Après, je vous le dis directement, le truc avec le Bitcoin, c'est qu'il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il reste au-dessus des 10 000 $ forcément. Il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh, il est repassé à 10 000 $, je vends tout maintenant, tant que je peux refaire de l'argent, et puis hop, je me casse. » Le truc, c'est que j'aime bien l'idée du Bitcoin, mais le problème, c'est que le Bitcoin est censé être une monnaie, mais c'est plus un fonds d'investissement à l'heure actuelle. Genre, la plupart des gens qui achètent des Bitcoins, ben, ils le font en mode investissement, vous voyez. Ils ne le font pas en mode « Oh, j'achète des Bitcoins pour m'acheter une pizza. » Non. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a des années, parce que c'était le but, normalement, du Bitcoin, mais maintenant, c'est devenu vraiment un fonds d'investissement. Donc, ouais. J'aime bien l'idée, mais c'est juste, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui sont fans de Bitcoin, donc, ma foi, pour eux, ils doivent être contents en ce moment, parce que c'est plutôt rare, hein, franchement, c'est plutôt une bonne surprise qu'il soit repassé au-dessus des 10 000 $, même si selon moi c'était prévisible, comme j'ai dit. Forcément, ça va finir par remonter, puis ça va finir par redescendre, puis ça va finir par remonter encore à nouveau. Peut-être même qu'il va redépasser son record, hein, de plus d'1 an. C'est possible. Mais après, on ne sait pas. Hein, c'est un petit peu la nature volatile des crypto-monnaies en ce moment. Donc, je vous le dis, si vous lancez là-dessus, à vos risques et périls, évidemment, moi, je dis clairement, je ne soutiens personne. Genre, c'est votre problème. Si vous achetez des bitcoins et puis d'un coup, ils repassent à 4 000 $ et vous perdez de l'argent, c'est votre problème. Moi, je recommande personne de le faire forcément. Mais si ça vous fait plaisir, tant mieux. Ensuite, une news sur justement les Core i9, i7 d'Intel qui vont apparemment baisser de prix. Et même tous les processeurs Intel vont baisser de prix, en tout cas dans le moyen de gamme. Ce serait dû à Ryzen 3 qui arrive et qui fait pas mal de concurrence à Intel, tout simplement. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Donc, même si vous êtes fanboy Intel, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des processeurs Intel pour moins cher. Si vous êtes fanboy AMD, ça change rien pour vous, parce que vous allez avoir les Ryzen 3, vous êtes content. Et si vous êtes, comme moi, fanboy meilleur pour mon argent, parce que moi, c'est ce que je suis, je veux le plus pour mon argent, peu importe la marque, tant que c'est bon, là, vous êtes gagnant aussi, donc c'est nickel, franchement. Après, je vais être très honnête, c'est genre, ok, ça va baisser de prix, ce qui est cool. C'est certainement dû parce qu'ils ont réduit leurs problèmes aussi de fabrication, mais à mon avis, c'est aussi dû parce que AMD va faire un peu plus de pression. Mais il faut tenir compte que les processeurs Intel ont augmenté de prix énormément ces derniers temps, et que du coup, c'est une baisse de prix, mais il y avait une augmentation de prix avant, donc selon moi, c'est comme se réjouir que... Oui, c'est vraiment ça. C'est comme se réjouir que vous avez une réduction de 10 € sur un produit qui a augmenté de 50 € sur les dernières années. Vous voyez, genre, c'est en mode, ouais, c'est bien, mais au final, vous payez plus quand même, quoi. Donc, c'est quand même bien, mais je le dis, je reste un petit peu, voilà, parce que si vous vous souvenez, normalement, les Core i7, avant les Core i7 haut de gamme, même si c'était que des 4 cœurs ou 8 threads, étaient vendus vers 400 €. Maintenant, pour les plus grands Core i7, vous devez les payer plus de 500 €. Donc, vous voyez, c'est genre, ouais, c'est compliqué, en tout cas. Dans tous les cas, c'est un bon moment pour acheter bientôt un processeur, parce que vous aurez du choix, des très bons choix d'ailleurs, à des prix assez démocratique, parce que même sans partir dans le méga haut de gamme des deux marques, vous pourrez acheter des bons petits Core i5, même des Core i3 4 cœurs ou des Ryzen 3 4 cœurs qui sont excellents, ou des Ryzen 5 6 cœurs qui sont excellents pour des prix vraiment très intéressants. Voilà, quelques années, on n'aurait jamais imaginé un truc pareil, donc ouais, franchement, c'est un bon moment pour racheter un PC, quoi. Bon, pas tout de suite, attendez que ça sorte, évidemment. Ensuite, autre news, c'est au niveau de Vivo, qui a teasé un super chargeur, le super flash charge d'ailleurs, qui a rechargé une batterie de 4000 mAh en 13 minutes seulement, ce qui est extrêmement rapide. Je parle surtout de cette news parce qu'au final, sur moi, c'est un petit peu l'avenir des batteries, parce que, genre, on améliore la capacité des batteries, genre, toutes les X années, ça s'améliore vraiment, genre, les batteries sont un peu plus meilleures pour stocker de l'électricité, tout ça. Elles sont un petit peu meilleures pour être rechargées. Tout devient un petit peu meilleur. Elles ont peut-être une meilleure durée de vie aussi, petit à petit. Mais ça prend du temps, vous voyez. Donc c'est pas comme si on allait avoir une révolution au niveau des batteries dans quelques années où d'un coup on a des batteries qui peuvent stocker 10 fois plus d'électricité. Probablement pas. Du coup, le seul truc qu'on peut avoir qui est bien, par contre, c'est de pouvoir les recharger rapidement. Parce que si elles durent
ok, si on peut pas faire une énorme batterie, si au moins on peut la recharger hyper rapidement, bah ça permet de compenser un petit peu le manque de batterie. Donc selon moi, c'est plutôt intéressant. C'est justement c'est pas un fixe, mais c'est un pseudo-fixe à un problème, en tout cas, de stockage de batterie. Donc, évidemment, vous doutez bien, pour recharger 4000 mAh en 13 minutes, ils ont dû utiliser pas mal d'électricité. Donc, c'est une charge de 120 watts. Pour information, un chargeur classique. Les chargeurs classiques de à peine 10 ans, c'était des chargeurs 5 watts. Les chargeurs rapides commencent à partir de 12-13 watts. Vous en avez aussi un 15 watts. Et les chargeurs les plus rapides actuellement, vous avez notamment celui du OnePlus 7 Pro qui monte jusqu'à 30 watts pour information. Et vous avez d'autres chargeurs, d'autres marques qui montent à 20 et des watts. Donc juste pour vous resituer en termes de wattage. Donc là, 120 watts, c'est plutôt pas mal. C'est en gros 2-3 ampoules à incandescence, donc les vieilles ampoules, hein, pour ceux qui sont un peu plus vieux qui voudraient un point de comparaison. Pour quelqu'un de plus jeune, bah c'est un peu la consommation peut-être d'un gros écran, genre un bon écran quand même 4K qui envoie, ou peut-être même d'une petite TV qui consomme pas encore trop. Donc pour vous resituer d'un point de vue consommation. Donc ça va encore, 120 watts, franchement. Pendant 13 minutes surtout, c'est ça que ça dure pas hyper longtemps non plus, ça va encore. De toute façon, 120 watts pendant 13 minutes ou 40 watts pendant 1 heure, ça va revenir au même. C'est juste là, évidemment, là, ça demande plus d'électricité d'un coup. Et du coup, évidemment aussi, pour atteindre ce genre de technologie, bien souvent, ce qui est fait, c'est que les batteries, en fait, se rechargent mieux si elles sont chaudes, mais pas trop chaudes non plus. Elles ont du mal à recharger si elles sont froides. Et aussi, le gros de la vitesse de chargement, c'est les premiers pourcents de la batterie. Donc quand vous allez de 20 à 40%, c'est hyper rapide. Quand vous allez de 40 à 60, c'est un peu moins rapide. Et quand vous arrivez genre à 80 à 100%, c'est là que ça devient vraiment lent. Donc d'ailleurs, un conseil qu'on donne souvent si vous avez une batterie vous-même, enfin si vous avez un téléphone, c'est ne rechargez pas forcément votre téléphone à 100%, rechargez-le à 80-90%, c'est déjà pas mal. Parce qu'au final, les derniers pourcents, c'est les plus longs et ils ne valent pas forcément la peine. Et en plus, bien souvent, c'est souvent un sujet à débat, mais bien souvent, normalement, ça vous donne une meilleure durée de vie pour votre batterie, de pas forcément le recharger à 100%. Donc ça, c'est toujours un bon point positif. Ou alors, un autre conseil, c'est de la recharger lentement pendant la nuit avec un chargeur pas trop rapide. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire. Donc voilà, dans tous les cas, selon moi, c'est le futur. On va avoir de plus en plus de chargeurs ultra rapides. Ça va encore pour les téléphones du coup, parce que 120 watts, c'est toujours moins que la consommation d'un grand ordinateur portable gaming. Même un ordinateur portable non gaming pourrait consommer jusqu'à 90 watts pour information en pleine charge. Donc ça va encore, surtout que là c'est juste 13 minutes. Le plus inquiétant, ça peut par contre pour être les voitures électriques qui, elles, évidemment, vous vous doutez bien, ont des plus grosses batteries et elles consomment beaucoup plus c'est en kilowattheure de consommation et ça c'est énorme. Ça peut vraiment poser des problèmes au niveau de l'alimentation électrique, même d'une ville, si tout le monde avait des voitures électriques. Donc là, selon moi, ça ne pose pas trop de problèmes. Même si, en quelque sorte, imaginez plusieurs millions de personnes qui rechargent leur téléphone à 120 watts pendant la journée, ça doit quand même faire une petite charge quand même, faut pas déconner. Mais bon, selon moi, ça ne change pas non plus énormément, surtout que ça ne dure que 13 minutes, donc ça permet d'aller plus rapidement. Ne vous attendez pas aussi à voir ce genre de technologie tout de suite. Vous aurez... Ah bah tiens, j'avais pas vu, mais oui, le OpenFind X avait justement un chargeur de 50 watts. Donc ma foi, voilà. Il y en a qui montent même encore un peu plus. Ce que vous allez voir, oui, c'est 50-60 watts, ça va être certainement une norme qui va rester pendant quelques temps, et puis on va passer à 80 watts, et peut-être même encore plus. Pour ceux aussi qui se demandent, oui, normalement, ça réduit la durée de la vie de la batterie, de recharger aussi vite. Après, le gros des améliorations des batteries ces dernières années a été justement sur le fait que les batteries supportent mieux qu'on les recharge rapidement. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'ils ont amélioré beaucoup. C'est pas encore parfait, évidemment, mais ça s'améliore. Ce qui pourra améliorer, toutefois, c'est évidemment que faire en sorte que les batteries soient facilement remplaçables dans les téléphones, ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon. Ensuite, une autre news niveau smartphone. Galaxy Fold, apparemment, ils ont fixé les problèmes de l'écran, hein, genre là où ça se pliait, le plastique s'enlevait, tout ça. Et elle devrait bientôt sortir, donc, ma foi, génial, je suppose. Même si la plupart des gens ne vont pas l'acheter parce qu'elle coûte 2000 €, je vous rappelle. Mais bon. Et puis elle a cette notch dégueulasse. Ça, j'oublierai pas, Samsung. Cette notch est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sur un truc à 2000 € qui est censé être futuriste, une notch pareille, c'est dégueulasse. Enfin bref. Dans tous les cas,
je suppose génial. C'est selon moi l'arrivée du futur, un petit peu en quelque sorte. Mais comme d'habitude, première génération, ne jamais acheter. Deuxième génération, peut-être. Troisième génération, ça commence à devenir bon. Donc si vous êtes comme moi, plutôt prudent, attendez d'ici quelques années, mais c'est quand même cool à voir. Un autre truc cool à voir, c'est le Raspberry Pi 4, qui est du coup plus rapide et peut monter jusqu'à 4 Go de RAM maintenant. Il y a même des ports USB 3.0. Par contre, c'est pas du full 3.0 parce que apparemment tous les ports USB dépendent d'un chipset qui peuvent monter jusqu'à 4 gigabits à la seconde. Mais bon, donc le Raspberry Pi, si vous ne savez pas ce que c'est un mini PC qui coûte dans sa version la plus basique normalement $35. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en gros, c'est un mini PC qui vous permet de faire à peu près n'importe quoi. Genre vous avez cet énorme truc de pin qui vous permet de vraiment customiser en fait. Si vous voulez faire, je vais faire un mini robot, vous pouvez utiliser un Raspberry Pi, aucun problème. Vous utilisez les pins pour contrôler les bras du robot, let's go. Vous faites une voiture radio télécommandée, vous utilisez les pins pour contrôler les moteurs du truc, no problemo. Vous voulez faire une machine d'arcade, no problemo encore une fois. Donc ouais, il y a vraiment énormément de cas d'utilisation pour le Raspberry Pi. Et là, on passe du coup à d'ailleurs un nouveau, donc c'est le Broadcom BCM 2711. Pour information, c'est un processeur 1,5 GHz avec des Cortex A72. C'est les mêmes que dans les Snapdragon 835, si je ne m'abuse. Donc c'est une sacrée amélioration au niveau performance. D'ailleurs, il y en a 4 pour information. Donc ça reste un 4 cœurs. Et la plus grosse upgrade, c'est qu'il peut aller de 1 Go de RAM à 4 Go de RAM, ce qui est énorme. Parce que le Raspberry Pi, l'ancien Raspberry Pi, c'était genre 1 Go maximum. Et beaucoup de personnes trouvaient que c'était déjà pas mal, donc ouais. Et en plus, on a des ports USB 3.0, on a 2 ports HDMI maintenant, mais c'est en mini par contre, c'est plus des full size, donc c'est un petit peu genre... c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. On a le jack avec combo composite vidéo, on a 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, le gigabit LAN, donc c'est du 1 giga à la seconde, et le port de chargement maintenant est dans USB type C. Voilà ma foi. Et évidemment pour faire tourner l'OS, vous avez un slot de carte SD juste en dessous. On ne le voit pas, mais il est juste en dessous ça, il y a une carte SD que vous pouvez insérer pour justement gérer le stockage du Raspberry Pi. Et puis évidemment, les pins de customisation et tout ça sont toujours au même endroit. Vous avez aussi le pin de la caméra qui est au même endroit. Donc tout est au même endroit, plus ou moins. Juste, par contre, oui, le port Ethernet a changé de côté. Avant, il était de ce côté-là, donc, ouais. Et puis, évidemment, l'HDMI a changé aussi. Et aussi l'USB type C, donc, ma foi. Je préfère qu'ils changent tout en même temps, au moins comme ça. Je veux dire, si vous devez de toute façon changer de câble de chargement, au moins comme ça, vous devez tout changer, c'est plus simple. Mais ça veut dire aussi que, évidemment, tous les boîtiers que vous avez fait, des boîtiers custom ou autre chose, il faudra en refaire, hein, tout simplement, ça semble logique. Mais bon. Du coup, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire justement en vidéo, mais je vais faire d'abord des vidéos sur Linux pour montrer un petit peu Linux, parce que si je dois faire des vidéos sur un Raspberry Pi, c'est forcément Linux, parce que vous mettez forcément Linux sur un Raspberry. Donc, faut d'abord que je fasse la base Linux, puis après je pourrais commencer à introduire des vidéos là-dessus, notamment peut-être comment faire une bande d'arcade, ou ça a souvent été fait, ou même une machine d'émulation, donc un petit truc en mode émulation que vous avez quelque part, juste vous avez un écran, le Raspberry Pi collé derrière, et puis hop, c'est une machine à émuler des jeux, et du coup vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Évidemment, il faut avoir les jeux en votre possession, avant d'avoir les ROM, hein, évidemment, sinon ce n'est pas légal. Donc je ne supporterai pas évidemment le fait que les gens aillent télécharger illégalement des ROM. Par contre, je vous montrerai comment faire un truc d'émulation, parce que ça, c'est légal, techniquement. Tant que les ROM ne viennent pas d'une provenance illégale. Enfin bref. Du coup, plutôt intéressant. Et aussi, du coup, évidemment, vous doutez bien. Donc ça, c'est $35 pour 1 giga, $45 pour 2 gigas et $55 pour 4 gigas, ce qui semble logique. Et ça devra... genre, il est disponible maintenant. D'ailleurs, il a aussi de Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, hein, maintenant, pour ceux qui ne savaient pas. C'était déjà le cas avant, il me semble. Non, le Bluetooth a été upgrade jusqu'au 5.0, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, et enfin un petit dernier truc, c'est pas vraiment une news, c'est juste qu'il y a une nouvelle vidéo sur le tunnel The Boring Company de Elon Musk et tout le tralala Tesla, hein, c'est un peu Elon Musk quoi qu'il arrive, qui a été posté. Ça montre un petit peu comment ça marche, ou plutôt comment il l'utilise, plutôt intéressant. Donc si vous ne savez pas, Elon Musk en avait marre du trafic à Los Angeles, donc il s'est dit « Hey, je vais creuser des tunnels sous Los Angeles pour plus avoir de problèmes ».
Et évidemment, comme c'est Elon Musk, il est en mode on va révolutionner le milieu, on va faire des tunnels beaucoup moins chers et tout ça. Ce qui est vrai, mais en même temps aussi, c'est parce qu'ils creusent des tunnels beaucoup plus petits que les tunnels en temps normal faits sous les villes, et que forcément ça coûte moins cher quand c'est petit, parce que c'est exponentiel hein, le coût. Hein. Plus votre tunnel est large, c'est exponentiel le coût. C'est pas genre, il est 2 fois plus large, c'est 2 fois plus cher. Non, c'est genre 4 fois, 5 fois plus cher. Donc, évidemment, en réduisant la taille, ça coûte beaucoup moins cher. Mais par contre, vous perdez en sécurité si vous faites pas attention. Donc ouais, il n'y a pas de tunnel de sécurité d'ailleurs pour le moment sur ces tunnels-là. Donc voilà. Personnellement, je ne sais pas si j'irai dedans une fois qu'ils sont vraiment finis. Parce que là, encore, ils sont monitorés à fond. Il y a des caméras partout, à mon avis. Mais une fois qu'ils seront terminés, je serai pas sûr que j'irai dedans s'il n'y a pas de tunnel de sécurité au moins. Mais bon, regardons vite fait la vidéo. C'est plutôt intéressant. Donc, je vais éviter par contre, je vais mettre des pauses de temps en temps parce que j'ai peur de me faire copyright strike avec cette vidéo. Encore, il y a tout ce qu'il y a autour, ça devrait aller. On verra bien. Donc, ils rentrent dedans. Vraiment, il y a un petit ascenseur, ils descendent sous le sol. Et du coup, hop, quand ils arrivent en bas, il y a le petit tunnel. Ils doivent valider qu'ils veulent rentrer dans le tunnel. La lampe va passer au vert, on va le voir sur le côté. Et voilà, et maintenant, il peut partir d'un coup. Là, c'est en miles par hour, il me semble. Ah, je sais pas si c'est en miles par hour. C'est peut-être en km/h, limite kilomètres. Je pense que c'est en miles par hour, parce que ça a l'air d'être quand même très rapide. Donc là, ils sont à 90 miles par hour. Ils vont monter jusqu'à 106, il me semble. Ou même, ouais, 100, ah non, même 116, si je me souviens bien, voilà. 113, 114, 115, 116, voilà. Ce qui est plutôt rapide. Et du coup, le principe, vraiment, c'est un tunnel. Vous êtes le seul dans le tunnel. Bon, pas vraiment, là, ils sont le seul, mais à terme, il y aura plusieurs voitures dans les tunnels et tout ça. Mais genre, c'est très rapide pour se déplacer d'un coin à l'autre de Los Angeles. Pour avoir été à Los Angeles, du coup, je peux vous confirmer que oui, le trafic est horrible là-bas. Et un truc que les gens se rendent pas compte, c'est que c'est une ville beaucoup plus étendue même. Alors, le trafic est horrible aussi à Paris. Mais le truc, c'est qu'à Paris, vous pouvez faire beaucoup de choses. Genre, il y a beaucoup de... Tout est centré à un seul endroit, vous voyez. Genre, si vous prenez les transports en commun, ça va. À Los Angeles, c'est beaucoup plus grand. Je vais vous montrer juste une image sur Google Maps, vous allez comprendre. Parce je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte des fois de la taille de certaines villes américaines. Ok, donc ça, c'est Paris. Forcément. Bon, il y a aussi toute la banlieue de Paris. Forcément aussi. Mais rien que dans Paris, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Hein. Franchement, il y a cinéma. Il y a tout ce qu'il faut vraiment dans Paris si vous le voulez vraiment. Et puis, du coup, voilà Los Angeles. Bon, techniquement, oui, il y a d'autres villes à côté de Los Angeles. Santa Monica, c'est techniquement une autre ville. Mais bon, je vais remettre à la même échelle. Là, on a une échelle de 1, voilà. Là, c'est 1 km. Vous la voyez en bas à droite, l'échelle, normalement. Elle est toute petite. Et là, vous voyez que on a une échelle de 2 km. On va peut-être repasser à la même échelle de 2 km. Voilà, c'est la même échelle ici. 2 km, 2 km. Quoique le 2 km là est un peu plus petit. Je peux pas avoir un 2 km un peu plus gros. Ah, les échelles sont pas exactement les mêmes. Paris est légèrement plus zoomé ici, pour information. Et si vous regardez... Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de Los Angeles. C'est énorme. Los Angeles, vraiment, le truc, c'est si vous voulez faire des trucs, vous pouvez pas juste rester dans le centre. Il y a des trucs partout, en fait. Vous êtes obligé de prendre votre bagnole, vraiment. Genre, l'aéroport est là, Santa Monica est là, genre, vous devez vraiment... genre, Disneyland est par là... c'est énorme. Alors qu'ici, vous avez à peu près tout au même endroit, quoi. Et surtout, vous avez des très bons transports en commun. Donc juste pour vous montrer à quel point, ouais. Au final, je trouve encore l'idée des tunnels pour voitures, genre de luxe ou autre chose, un peu ridicule, parce que selon moi, c'est un problème. C'est un fixe de riche, vous voyez, c'est genre jeter de l'argent pour fixer un truc. C'est même pas jeter de l'argent. Non, c'est vraiment une solution américaine à un problème américain, en fait. Voilà, c'est la meilleure façon de résumer. Mais je comprends pourquoi ils le font. Pour avoir été dans le trafic de Los Angeles, oui, je comprends pourquoi ils le font. Mais ça reste quand même un fixe américain, un problème américain. Si seulement ils avaient des très bons transports en commun, et si seulement ils s'amusaient pas à designer des villes beaucoup trop grosses, mais bon, chacun ses délires, je suppose. Dans tous les cas, on va rester là pour ce Tex Amash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, je rappelle, vous avez le lien YouTube dans la description. Vous pouvez regarder une petite pub de 30 secondes pour soutenir la chaîne. Ça aide beaucoup, vraiment. Donc, merci à ceux qui le font. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!